Depuis le 12 mai dernier, il a pour mission de conduire l'action gouvernementale en République du Congo. 3 mois après sa prise de fonction, qu'en est-il des grands axes et de travail de son gouvernement? Pour en parler, nous recevons ce soir Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre de la République du Congo. Monsieur le Premier ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Vous êtes de passage à Paris pour une visite de travail notamment. Vous avez rencontré le ministre de l'économie cette semaine. Pour quelle raison? La diplomatie des affaires, la diplomatie économique et le réchauffement des liens diplomatiques entre le Congo et la France. Votre pays avait retrouvé l'aide du Fonds monétaire international en juillet 2019, mais elle a été suspendue 6 mois plus tard. Selon le FMI, la dette congolaise évaluée à 110% du PIB est insoutenable. Où en êtes-vous dans les négociations avec le Fonds monétaire international? Elle n'est pas à 110%, elle est à 95%. Selon le FMI, c'est 110%. Non, selon le FMI par le passé. Très bien. Aujourd'hui, elle est à 95% environ. Mais cela dit, elle est toujours très élevée comparativement à la norme de la sous-région à 70%. Une norme que nous nous étions fixée nous-mêmes au niveau de la sous-région. Donc, nous faisons encore beaucoup d'efforts pour réduire cette dette. Et nous travaillons. Nous sommes en négociation avec le Fonds monétaire international. Vous avez dit que les négociations avaient été suspendues. Mais si elles avaient été suspendues, elles ont repris. Je parlais de l'aide. L'aide qu'on vous avait accordée en 2019 a été suspendue. L'aide qui avait été accordée a été suspendue, oui. Une première tranche a été donnée et l'autre tranche a été suspendue parce que nous discutions effectivement de la soutenabilité ou non de la dette. Parce que nos partenaires constatent que cette dette étant élevée, étant insoutenable, il nous fallait négocier la restructuration auprès de nos créanciers. Les créanciers, il y a un volet de la créance publique, notamment avec les États, particulièrement la Chine. Il y a un volet de la créance privée avec des partenaires pétroliers, notamment les traders. Nous avons travaillé avec nos partenaires chinois. Nous avons bénéficié d'une première restructuration, mais c'est toujours pas suffisant d'après nos partenaires. Et nous étions en train de travailler pour un second rang de restructuration. Le président de la République a échangé avec son homologue, le président Xi Jinping, président de la République de Chine. Nous sommes en train d'aller vers une deuxième vague de restructuration de cette dette et nous pensons que nous aurons là des éléments pour convaincre nos amis du Fonds monétaire international, en plus des réformes économiques et financières que nous avons engagées depuis un moment. Justement, on le voit à l'écran, le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois sont accordés, c'était le 21 juin dernier, pour restructurer, reformater la dette du Congo vis-à-vis de Pékin. Comment cette recomposition de la dette congolaise vis-à-vis de la Chine va-t-elle se traduire? Les experts sont en train de travailler et nous verrons quels sont les résultats auxquels nous parviendrons, mais nous pouvons vous dire que les négociations sont en bonne voie. Le Congo est trop pris avec des difficultés économiques dues à la chute des revenus du pétrole notamment et à la pandémie de Covid-19. Notre correspondant est allé à la rencontre de certains Congolais qui ont la vie de plus en plus difficile, notamment en raison de cette crise. Vous voyez ce reportage réalisé par Birdie Pambou et Karine Barzegar. Ici au marché de Poto-Poto, le mot crise est sur toutes les lèvres. Crise économique, crise financière, aggravée par la crise de la Covid-19. Sur les étals, les produits attendent désespérément d'éventuels acheteurs. Depuis le matin, rien ne marche avec le client. C'est comme si l'argent ne circulait pas, on ne vend pas bien. Il faut payer les transports, les tickets, le manger, c'est difficile. Tel que je suis là, je n'ai que 2000 francs, c'est difficile pour moi. Et avec les tickets à 200 francs, tu es obligé de payer, sinon tu auras des problèmes. Les tickets, comprendre les taxes. Ces derniers temps, la fiscalité est devenue l'une des seules solutions de l'État pour renflouer ses caisses. Bon, par rapport aux revenus, vu que la taxe, elle est devenue comme obligatoire. Donc dès qu'on te dépose le ticket, tu es obligé de payer, même si tu n'as pas vendu. Ici, tous gagnent moins, tout en payant plus d'impôts. Une pression accrue pour de nombreux commerçants et entrepreneurs. Au plateau des 15 ans, un quartier résidentiel de Brazzaville, Alphonse Dongo se morfond dans un établissement vide. Ce patron de restaurant a vu ses revenus chuter à vitesse grand V. Notre chiffre d'affaires a baissé pratiquement de 40%. Et donc nous ne pouvons plus faire face aux charges salariales. Nous faisons quoi? Nous sommes obligés de diminuer l'effectif et donc de mettre sur le pavé un personnel qui aurait pu travailler avec nous. Avec la chute du prix du baril de pétrole, le Congo et son économie ultra dépendante des hydrocarbures vacillent.
Pour le banquier d'affaires Loïc Makosso, le salut viendra à la fois par les impôts et par des réformes structurelles. Les recettes pétrolières du pays ont baissé et en parallèle à cela, les dépenses restent les mêmes. Et donc il faut que l'État jouisse de nouvelles ressources. Et donc oui, il est impératif de diversifier l'économie. Il y a 2 ans, le Congo avait bénéficié d'une première tranche d'aide financière du FMI. Pour débloquer la deuxième tranche, le pays doit mettre en place les réformes exigées par le fonds pour tenter de faire face à ces dettes abyssales. Monsieur le Premier ministre, comment votre gouvernement entend-il remettre sur pied l'économie congolaise et soulager les habitants? Comme tous les autres gouvernements, vous savez que la situation économique telle qu'elle est décrite, elle n'est pas propre au Congo. La crise économique et financière qui a sévi le monde entier depuis 2014 et aggravée par la crise sanitaire a plongé toutes les économies du monde dans une situation très difficile. Et à l'image des autres pays, nous travaillons à redresser notre économie, à rétablir les équilibres macroéconomiques et à rebooster la croissance, notamment en accompagnant tous les partenaires, y compris les citoyens qui sont dans le secteur informel. Comme vous venez de le constater, vous voyez que depuis le début de la crise, on a eu d'abord pratiquement 2 mois et demi, sinon 3 mois, où l'activité économique était totalement paralysée. Donc, ces commerçants, ces acteurs du secteur informel, ces acteurs des services de restauration, de commerce divers, avaient interrompu toute leur activité, ça avait donc mis en difficulté leur propre situation économique et sociale. Lorsque nous avons repris, il y a toujours beaucoup de restrictions. L'activité économique est toujours au ralenti parce que notre peuple fait preuve de résilience et c'est l'occasion pour moi de lui adresser toute la reconnaissance du gouvernement, toutes les félicitations. Le président de la République l'a reconnu et je saisis l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour réitérer ces félicitations. Vous voyez, nous sommes en période de restriction, d'exercice. Les restaurants sont fermés. Voilà, ouvre à quelques heures simplement à partir de le week-end, à partir de 20h. Ces restaurants ne peuvent pas fonctionner alors que nous savons que c'est pendant les week-ends qu'effectivement ils ont de la clientèle. Vous voyez, autant de difficultés que nous partageons avec notre peuple. Seulement, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Que faut-il faire? Il nous faut mobiliser les ressources internes. Et les ressources internes se mobilisent par les impôts, par les taxes. Et de l'autre part, il faut faciliter les citoyens. Donc, alléger, supprimer ou suspendre ces mesures. On se retrouve donc dans une situation de ce qu'on pourrait appeler en économie 4-22. On est donc un peu coincé. Et là, nous trouvons le juste milieu avec les partenaires et avec les commerçants. Une des raisons des difficultés économiques rencontrées par votre pays est due notamment au Covid-19. L'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur dans votre pays. Selon les derniers chiffres, un peu plus de 1% des Congolais seulement sont vaccinés. Qu'est-ce qui explique ce faible taux de vaccination? Vous dites 1%? Un peu plus d'1%. Un peu plus d'1%. Nous nous sommes fixés. Il nous faut partir de la population à vacciner. Quelle est la population qu'il faut vacciner? On ne va pas vacciner la population de 0 mois. De 1 mois, de 2 mois. Si nous mettons la barre à 18 ans, par exemple, c'est ça la population cible. Nous nous étions engagés à vacciner au moins la moitié de la population cible avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous avons pratiquement près de 290 000 personnes qui sont vaccinées sur une population relativement qui peut être évaluée à 2,8 millions. Donc la population cible, nous pouvons dire que nous sommes à 10% de la population cible. Nous venons de recevoir d'importantes commandes de vaccins. Nous avons reçu l'aide de la Banque mondiale, l'aide de certains partenaires avec des vaccins disponibles. Nous pouvons être sûrs qu'avant la fin de l'année, nous aurons encore évolué dans la couverture vaccinale. Philippe Bikinkita, ancien ministre de l'Intérieur, est mort vendredi dernier en Angleterre où il était en exil depuis 1997. Jean Attadi, président du Congrès africain pour le progrès, demande au président Denis Sassou Nguesso, au nom de la réconciliation nationale, de permettre le retour de tous les exilés au pays. Êtes-vous favorable à cette requête? Jean Attadi était exilé? Non. Il est rentré. Il était exilé. Pas aujourd'hui. Comme bien d'autres qui sont rentrés. Comment ont-ils fait pour rentrer? Et comment les autres continuent à se proclamer exilés dans leur pays d'accueil? Comment les autres ont fait pour entrer? Ça veut dire que ceux qui sont retenus à l'étranger le sont pour des raisons personnelles. Ils ne le sont pas parce qu'ils seraient en difficulté de rentrer. Ils ne le sont pas parce qu'il leur serait interdit, ils auraient été dans l'interdiction de rentrer. Non. Philippe Bikinkita, paix à son âme, je m'incline devant sa mémoire, c'est un compatriote. Vous dites qu'il avait été condamné par contumace.
Que veut dire être condamné par contumace? Ça veut dire qu'au moment du procès, vous n'êtes pas là, vous êtes condamné, vous avez le droit de rentrer, de demander qu'on recommence votre procès pour faire valoir vos droits à la défense. S'il n'a pas voulu le faire, et il a fait le choix, comme certains autres certainement, il a fait le choix de ne pas se présenter devant la justice jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mort. Nous regrettons simplement. Jean Attadi a demandé au président également d'élargir cette requête aux prisonniers. Il faisait notamment référence à Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa. La réconciliation dans votre pays pourra-t-elle avoir lieu sans la libération de ces deux figures? La libération? Ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont peut-être plutôt pas des otages. Vous demandez leur mise en liberté, ils ont été condamnés pour des délits de droit commun, pour des crimes de droit commun. Ils ont la possibilité, effectivement, de bénéficier de l'amnistie, de la grâce du président de la République. Encore que faut-il qu'ils en aient manifesté l'intérêt, qu'ils l'aient souhaité, qu'ils aient fait preuve de contrition. La justice dans notre pays est rendue au nom du peuple congolais. Et l'amnistie est accordée au nom du peuple congolais par une loi qui est adoptée par les représentants du peuple. Il faut donc que les compatriotes qui ont reconnu avoir fait du tort à la République, qui ont reconnu avoir fait du tort au peuple congolais, qui ont été condamnés par la justice de leur pays, une justice qu'eux-mêmes respectent, devant laquelle ils se sont présentés, fassent preuve de contrition, fassent preuve d'empathie pour dire oui, nous avons été frappés pour des actes que nous avons posés, nous pensons ne plus y revenir et nous sollicitons la clémence de notre peuple. Un tout autre sujet pour finir, monsieur le Premier ministre. Votre pays est engagé aux côtés de la RDC afin d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quelles actions culturelles la République du Congo va-t-elle mettre en œuvre pour soutenir cette campagne? Nous avons soumis notre candidature de façon conjointe avec la République démocratique du Congo, comme vous le dites. Cette candidature est portée également par d'autres pays de la sous-région qui nous soutiennent, notamment l'Angola et le Gabon. Un comité intergouvernemental est censé se réunir au courant de décembre. Nous avons foi qu'effectivement la rumba sera reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO au cours de cette réunion intergouvernementale, parce que la rumba, ce n'est pas que la danse. La rumba, c'est un dialogue de culture et nous allons vers une culture créative. Nous comptons beaucoup sur la rumba, sur cette reconnaissance. Merci Anatole Kouliné-Bakosso, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Dominique Chimbakala pour l'Info africaine. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.